Bonsoir, le chef de l'État proche de ses populations, le président Alpha Condé manifeste sa solidarité à certains malades de la capitale. Une journée marquée aussi par la présentation de condoléances dans certaines familles endeuillées. Et puis le profil migratoire du continent inquiète. À Conakry, le sujet est en débat. L'occasion pour le Forum ouest-africain de la jeunesse de la CEDEAO de plaider pour le financement de projets en vue de freiner le phénomène. On va s'arrêter au musée national de Sandervalia. Il contient des exemples d'art traditionnel avec une grande partie de sa collection perdue, mais il résiste au temps avec ses 58 ans d'existence. Quel est son secret? Nous serons avec Safiatou Condé. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, acte de solidarité du président Alpha Condé. Le chef de l'État s'est rendu au chevet de certains malades alités dans des centres hospitaliers de Conakry. Le président de la République a aussi présenté ses condoléances à certaines familles qui ont perdu leurs proches pour leur traduire sa compassion. Compte rendu, Ibrahima Keita, Boubacar Souma, Manjo Sidibé du bureau de presse de la présidence de la République. Être plus près des populations en partageant leurs peines et leurs joies. C'est ce qui explique cette sortie ce dimanche du président de la République, le professeur Alpha Condé. Ici, à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, le chef de l'État est venu rendre visite à quelques compatriotes alités. À chaque niveau, le professeur Alpha Condé a eu des mots d'encouragement pour chaque malade. Pendant cette visite, les médecins traitants ont expliqué au président de la République le cas de chaque patient. Il s'agit entre autres de la tension artérielle, du diabète et des cas de fracture. En voyant le chef de l'État à son chevet, cette dame de 115 ans, compagnon de lutte du président de la République, n'a pas pu retenir ses larmes. Ce sont des malades qui étaient dans des états très graves, mais au jour d'aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Donc, son Excellence, Monsieur le Président, est venu rendre visite, comme d'habitude, aux patients, aux Guinéens, pour essayer de voir comment ils vont. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, ces patients qui sont hospitalisés, leur état s'est beaucoup amélioré. C'était des cas d'insuffisance rénale, des cas de cardiopathie ischémique. Mais je dis bien, encore une fois, Dieu merci, ça va. Avant de quitter l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, le chef de l'État et sa suite se sont rendus à la morgue de cet hôpital de référence pour la levée du corps de Hadja Mariamaba, responsable des femmes de l'UPR de Pita. À la Cité de l'Air, dans la commune de Matoto, le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu à la maison mortuaire de El Hadj Younoussa Sampil, un ancien comptable. Parents, amis et connaissances étaient là pour rendre un hommage à ce compatriote qui a rendu d'énormes services à la nation. Allahu Akbar, Al-Ghajafa Furema, Ya Ilahi Benge, Ahadwa Usamaya Kere, Ala Tongomane, Wanga Kono, Atuna Wentagi Beki Lagine Kabir Nambe, So Swebe, Maninkebe, Fulebe, Tomabe, Kisibe, Yarankebe, Migimoli Birnana Beiki, Lagine Katambirna. Mba ya ilahi alaga kelbe heri ya ilahi alaga makanta has kama dendame muguji kuntige tofe betu nde manyagun ke terena nanna awa terena mara few yi kabila filin longori na ge makulu ne na makulu ha wato asantongo rabaga fafebe anana masemfe wombe aha masen wombe yi famille filin Konde Sampil et na kanare belrasu de ganya kuina nyema wonde ndi makwemo mbora atanana masemfe wombetu bal ala fo fende bila fende ndefa kulum
saya na kan bilin barraba wongwai una kan yungu to mana bilin to abara findi fami sampil be sewara na kan musa ya sewara na kan barburi ya sewara na kan kantia sewara na kan doburi ya sewara mafanko una mane president be wayi na kan gura bilin be na kan dunka bilin be anwali ala ga sadifi an kan suuri ala ga noara la Guinée côté ala ga khani ha khani ma dendrende na kan fama wumbilim be. À la clinique Fanga, où est admis le Kuntigi de la Basse-Côte, Eladji Sékou Nassouma, le président de la République, le professeur Alpha Condé, est venu s'assurer de l'évolution de l'état de santé de celui qu'il considère comme son oncle. Pour le chef de l'État, il est temps pour tous les Guinéens de soigner leur régime alimentaire. On mange trop gras, on mange trop de viande, on ne mange pas assez de poisson, on ne mange pas assez de poulet. Et si j'ai mené une campagne aujourd'hui pour développer sur 600 000 tonnes de fonio produits en Afrique de l'Ouest, la Guinée seule produit 400 000 tonnes. Aujourd'hui, on encourage le fonio, mais c'est difficile à travailler. Aujourd'hui, on a fait 3 machines. Une machine qui décortique, une machine qui pile, une machine qui lave. Tout ce qui reste aux femmes, c'est de... Parce qu'il y a des petits saletés, c'est de donner pendant des saletés. Quand on mange le fonio, il n'y a pas de gluten, c'est bien pour la santé. Ensuite, le poisson et le poulet, nous verrons que d'ici quelques temps, la Haute-Guinée, le Fouta et la forêt n'ont plus besoin du poisson de Conakry, comme on est en train de développer la pisciculture. Et nous sommes en train aussi d'amener des couveuses. Il faut amener les Guinéens à manger, surtout à partir d'un certain âge. Mais les médecins aussi ne font pas leur travail. C'est qui doit dire non. Ce n'est pas moi qui dois parler ça, c'est les médecins qui doivent mener cette campagne, c'est pas moi. Ils savent très bien qu'à partir d'un certain âge, 40 ans, 50 ans, la viande rouge n'est pas bonne, ils le savent. Mais s'ils ne conseillent pas les malades, quand quelqu'un a du diabète, il peut vivre 100 ans, s'il respecte son régime. S'il ne respecte pas, il y a beaucoup de conséquences. D'abord, s'il a des plaies, on est obligé de l'amputer, et puis il finit par devenir aveugle. Mais les médecins savent tout ça. C'est les médecins qui doivent avoir une émission à la radio pour régulièrement dire aux Guinéens qu'est-ce qui est bien pour la santé, qui n'est pas bien pour la santé. Mais si les médecins ne font pas leur travail, vous ne faites pas votre travail. Avant de quitter la clinique Fanga, le chef de l'État a visité les installations, histoire de s'assurer de la qualité de service dans cette structure sanitaire. Dans la soirée, le chef de l'État a reçu en audience la directrice générale de la Banque africaine de développement. Au menu des échanges, le renforcement du partenariat entre la Guinée et la BAD. Nous reviendrons en détail sur cette audience du président de la République dans nos prochaines éditions d'information. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la Guinée et la République sœur de la Namibie, son Excellence M. Hage Jiengob, président namibien, effectuera à partir du mardi 18 septembre 2018 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 15 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 17 septembre 2018, le directeur Moussa Sissé.
Chapitre santé. Et on va commencer avec cette enquête parlementaire sur certains centres hospitaliers de Conakry. On s'arrête à l'hôpital de Flamboyant où la capacité d'accueil des malades reste faible. C'est le cas à l'hôpital sino-guinéen au CHU de Donka en rénovation. C'est le constat de la commission santé de l'Assemblée nationale, comme le montre ce compte rendu de Robert Silitono. Cette deuxième étape de la mission d'enquête parlementaire des députés membres de la commission santé a eu lieu dans 3 établissements sanitaires de la capitale. L'hôpital Le Flamboyant, le CHU Donka et l'hôpital sino-guinéen. Dans ces hôpitaux, les difficultés qui impactent négativement les prestations se recoupent par endroits. La faible capacité d'accueil, le déficit de médecins spécialisés et d'équipements adéquats sont entre autres contre-performances relevées par la commission d'enquête parlementaire. On vient voir et toucher du doigt comment vraiment les gens sont en train de travailler. On était vraiment agréablement surpris par la qualité de ce qui se passe au niveau du CMC Flamboyant, malgré l'exiguïté du service. Vraiment, ça se passe bien et les gens, il y a une bonne collaboration entre les gens. Pour mieux consolider les acquis et renforcer la couverture sanitaire, la mission d'enquête parlementaire a procédé dans les structures visitées à une série de sensibilisations du personnel de santé pour la prise en charge efficiente des malades. D'abord, nous sommes tellement honorés que ces députés-là s'intéressent à notre centre. Nous avons quelques petits soucis aussi. Rien qu'à voir l'état de ces équipements, vous saurez que c'est des équipements pas d'aujourd'hui. Donc on aurait souhaité qu'on nous dote un équipement. Les travaux de la mission d'enquête parlementaire dans les hôpitaux de la capitale Conakry ont été couronnés par cet atelier qui a regroupé les agents sanitaires, partenaires techniques et financiers et plusieurs autorités sanitaires de la capitale, histoire de restituer les résultats de la mission. Et puis un regard sur la situation nutritionnelle des populations guinéennes. Selon des spécialistes, elle suscite des préoccupations légitimes. Plus d'un enfant sur 10 souffre de maigreur ou malnutrition aiguë et un enfant sur 3 est atteint par un retard de croissance en taille. Des chiffres qui interpellent et au même moment, les professionnels de la santé tentent d'inverser la tendance. Un nouveau plan stratégique multisectoriel de la nutrition est élaboré et validé. De quoi s'agit-il concrètement? Voyons cela en image avec Thierno Maroufba Moussa Bangoura. Selon les dernières enquêtes réalisées en 2016 par le département de la santé et du plan, 8% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition en Guinée. Du stade chronique à la phase aiguë et sévère de la malnutrition, les chiffres dégringolent. Le fléau touche aussi certaines femmes enceintes. La même enquête révèle que la région de Kankan, et particulièrement la préfecture de Sigiri, est la zone la plus touchée par la malnutrition. Considérée comme un problème de santé publique, la malnutrition affaiblit le capital humain, ralentit le progrès économique et freine le développement. La malnutrition s'attaque au capital humain, c'est-à-dire que quand une personne n'est pas bien nourrie, elle ne peut pas produire correctement. Et donc, ça a une incidence sur l'économie. Si un enfant n'est pas bien nourri, son quotient intellectuel baisse d'au moins 13 points. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça, c'est l'avenir du pays même qui est en jeu. Donc, ce que la politique du ministère de la Santé aujourd'hui, c'est de faire non seulement du préventif, c'est-à-dire que promouvoir les pratiques alimentaires saines de la période de grossesse jusqu'à l'accouchement qu'on appelle les 1000 jours, c'est-à-dire que jusqu'à 2 ans, de l'accouchement jusqu'à 2 ans, promouvoir les comportements, les bonnes pratiques alimentaires pour que et la femme qui est enceinte soit en bonne santé, qu'elle mette au monde un nouveau-né en bonne santé qui est allaité exclusivement au lait jusqu'à 6 mois. Pour réduire le taux de malnutrition dans le pays, le nouveau plan stratégique multisectoriel de la nutrition est validé. La nouvelle politique nationale s'étend sur la période 2018-2030. Ce plan indique la partition des départements de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de la société civile et des partenaires pour une meilleure sensibilisation.
Nous, on va continuer à jouer notre rôle au sein du mouvement SON, donc qui regroupe les organisations de la société civile, le système des Nations Unies, le secteur privé et la communauté diplomatique. Chacun a son rôle à jouer en soutien à la Guinée pour pouvoir justement réduire les taux de malnutrition chronique et de malnutrition sévère. Notre rôle essentiel, c'est d'abord d'attirer l'attention de la population, d'attirer l'attention du gouvernement sur la malnutrition, avec les chiffres à l'appui, pour que le gouvernement, avec les partenaires, pour que le peuple, avec son gouvernement, se mettent ensemble pour lutter contre ces fléaux. Alors voilà, nous en tant que professionnels de santé, notre rôle essentiel, c'est de baliser la voie. Appeler les gens, il y a un danger, un grave danger, c'est la malnutrition. Avec l'élaboration et l'adoption de ce document normatif de la nutrition en Guinée, le gouvernement et ses partenaires espèrent minimiser la malnutrition dès les prochains mois. La filière bois se réorganise, une décision consensuelle des délégués des différentes antennes du pays. Ensemble, ils revoient le fonctionnement de leur organisation et le défi pour ces professionnels du bois est de protéger le patrimoine forestier de toute exploitation anarchique. L'organisation annonce par exemple le contrôle régulier de la coupe dans les zones rurales du pays. Le point avec Adama Traoré, Algassi Mouba, Mamadou Alpha Baldé. À 3 semaines de la fin de la suspension de la coupe du bois, les acteurs liés à l'exploitation des ressources forestières réfléchissent sur une utilisation plus responsable et durable du patrimoine forestier. Le couvert végétal recule et les acteurs environnementaux en sont conscients. Aujourd'hui, des organisations comme les professionnels de la filière bois comptent s'investir davantage dans la protection des forêts. Pour y parvenir, la quantification du bois produit par préfecture et la réglementation des agréés préfectoraux sont envisagés. Le rassemblement des acteurs, des agréés dans les préfectures, laissez-moi me dire que c'est un plus que ça va apporter, parce que plus il y a des agréés, mieux le contrôle s'effectue. Et ce contrôle-là, c'est contre les clandestins. Parce que s'il y a beaucoup de contrôleurs, parce que tous ceux qui sont agréés doivent contrôler logiquement la coupe qui se fait dans leur localité. Donc plus on a des agréés, mieux le contrôle s'effectue. Et pourquoi nous voulons demander à nos acteurs, parce que l'État nous a demandé 104 agréés, nous sommes en mesure, nous sommes en train de voir comment on peut agréer ces 104-là. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a 40 agréés sur les 104 qui sont prévus. L'installation des antennes sous-préfectorales. Les plus de 300 sous-préfectures aujourd'hui doivent comporter des bureaux concernant la fédération de la filière bois. Donc c'est une innovation et comme nous nous sommes engagés vis-à-vis des autorités du gouvernement à assurer notre programme de reboisement, à nous engager dans le processus de reboisement, à valoriser, à nous engager dans une utilisation rationnelle de nos forêts avec tous ces effets positifs. Aujourd'hui, vous avez constaté que la fédération a initié également la mise en place d'un comité de suivi des activités de reboisement, notamment la création des plantations de protection. La rencontre du Mamou mobilise près de 200 personnes venues de toutes les préfectures du pays. Les échanges portent aussi sur la réglementation et le contrôle du prix du bois sur le marché, ainsi que la gestion des 30% des revenus issus de l'exploitation forestière destinée exclusivement au reboisement. L'utilisation qui se paye par les acteurs, il faut que cela soit mesuré parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire tout. Nous n'avons pas un financement de l'État, un financement des bailleurs, mais nous nous débrouillons à cotiser entre nous. Il faut que ces cotisations soient mesurées. On a dit un compte unique qui va être national ou un compte régional qui va gérer les fonds et désormais la majorité a souhaité que les comptes soient préfectoraux. Chaque préfecture va gérer ses fonds et au moment du reboisement, par la soumission des projets, les fonds seront débloqués pour aller faire les activités de reboisement. La tenue de cette rencontre nationale de la filière bois guinéenne pourrait contribuer à limiter la coupe abusive du bois et remettre de l'ordre dans le secteur pour le bien des rares forêts guinéennes qui résistent encore à la pression humaine.
Comment freiner l'immigration clandestine en Afrique? Le sujet en débat à Conakry suscite assez d'intérêt pour la jeunesse de la CEDEAO, tant le profil migratoire sur le continent est inquiétant. On estime à des centaines de milliers le nombre de jeunes Africains à faire l'aventure chaque année, parfois au prix de leur vie. À Conakry, le Forum ouest-africain de la jeunesse de la CEDEAO souhaite développer l'entrepreneuriat pour apporter un début de solution au phénomène, mais ça coince côté financement. Le point avec Maurice Sidibé. À l'issue de 3 jours d'échange sur les mouvements migratoires, les jeunes venus des 15 pays de la sous-région demandent plus d'opportunités d'emploi, l'accès au financement pour développer l'entrepreneuriat jeune sur le continent et encouragent la diffusion des témoignages chocs sur les drames liés à la migration irrégulière. Résolution de Conakry en faveur de la lutte contre la migration irrégulière. Rappelons que pour la jeunesse CEDEAO, la stabilité, l'intégrité et le développement de l'espace commun passent forcément par l'éducation, la formation, l'autonomisation et la responsabilisation de sa jeunesse. Que si la CEDEAO et ses partenaires ne s'investissent pas dans la jeunesse, cette dernière risque de demeurer le champ de bataille des forces obscures et incontrôlées avides d'exploiter les potentialités en ressources naturelles et humaines. La jeunesse CEDEAO plaide pour la mise en œuvre de ces résolutions de Conakry. Je m'engage au nom du Bureau national guinéen, en ce qui concerne la Guinée, de veiller et de faire des plaidoyers aux côtés des gouvernants pour qu'ils tiennent compte de ces recommandations. Avec vous, chers collègues jeunes, nous avons toutes les raisons de croire à l'aboutissement de notre combat pour le bonheur de notre région. Cette deuxième édition du Forum ouest-africain de la jeunesse CEDEAO a réuni plus de 200 jeunes. La 3e édition va se tenir l'année prochaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous amène à l'université Roi Mohamed VI de Conakry. Sur place, 250 jeunes sont en formation. Ils échangent sur la politique de l'habitat du gouvernement. L'objectif est de renforcer leurs capacités sur les techniques immobilières pour former une équipe sur la vision Conakry 2040 du président de la République. Les explications avec Moussa Mikini Kamara, Fatima Tougallo. L'étude Grand Conakry Vision 2040 est conçue comme le cadre préalable à l'élaboration d'un futur schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Son objectif est de définir les grandes lignes et les thématiques essentielles à considérer pour faire de Conakry une métropole moderne au cadre de vie et à l'environnement préservé. Pour accompagner ce méga-projet, l'Institut supérieur des techniques immobilières et le Mouvement national des jeunes de Guinée forment 250 jeunes en vue de professionnaliser le secteur de l'habitat. Si nous parlons de Vision 2040, ça doit commencer, il y a des étapes. Et la première étape, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est la formation. Il faut avoir des spécialistes, il faut avoir des professionnels. Voilà pourquoi nous nous sommes inscrits dans cette logique-là. Grand Conakry Vision 2040 permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants de la capitale, anticiper les conséquences de la croissance démographique d'ici 2040 pour mieux en répartir la pression sur l'environnement et les espaces naturels. Cette initiative garantira une planification urbaine et un aménagement du territoire efficace et cohérent. C'est une première en Guinée. Ça, c'est le premier enjeu. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à maintenant, la transaction immobilière est effectuée par des démarcheurs sans formation, sans éthique et sans organisation. Donc c'est ce que nous allons passer de l'amateur au professionnel. Le deuxième enjeu, c'est la politique la nouvelle politique de l'habitat du professeur Alpha Condé, qui est de transformer le rêve du Guinéen en réalité en facilitant l'accès à la propriété immobilière. Et pour cela, il faut la compétence, il faut le professionnalisme, il faut l'accompagnement. Très bonne initiative dans la mesure où le métier d'agent immobilier en Guinée est très peu connu, ou peut-être même est réduit à très peu de choses. Demain, en Guinée, dans la vision 2040 du gouvernement, vous avez la propriété et la copropriété. Or, la copropriété
elle est gérée par des agents immobiliers qu'on appelle les syndicats. C'est des syndics d'immobilier qui vont partager les charges, répartir les lots et participer aux transactions entre l'acheteur et le vendeur. Et l'État peut être dans ces 400 situations vendeur ou acheteur. Ça dépend parce que l'État a son droit de préemption par rapport à certaines propriétés. Vous voyez, c'est un métier qui est très important en Guinée. La formation sur la technique d'expertise immobilière a été lancée le 27 juillet dernier au siège du RPG Arc-en-Ciel. Ces jeunes sont initiés sur le programme d'orientation en matière d'aménagement de la capitale entrepris par le gouvernement guinéen. Et puis notre rubrique La Guinée en bref, une compilation de la rédaction proposée par Isia Gaba, lancée Kamisoko et commentée par Ousmane Ba. Une nouvelle ambassadrice ghanéenne vient de rejoindre Conakry. Jeanne Kassou Aïto a été reçue ce matin par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Bien avant l'indépendance, le Ghana et la Guinée entretenaient des relations d'amitié. Avec l'arrivée de cette nouvelle diplomate ghanéenne, le ministre Mamadi Touré affiche sa volonté de réactiver ces relations de bonne cohabitation existantes dans l'histoire des deux pays. Après Mme Jeanne Kassou Aïto, le ministre Mamadi Touré a également reçu 3 autres diplomates qui viennent tous d'arriver dans notre pays. Il s'agit du nouvel ambassadeur de l'Union européenne, celui du Liban et celle de la Namibie. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui notre sœur comme ambassadeur du Ghana et nous allons essayer de créer toutes les meilleures conditions de travail pour réactiver ces liens et cette coopération historique entre nos deux pays. Une nouvelle promotion de la CMIS prend service dans les unités de sécurité. En plus des interventions dans les différentes manifestations, ces agents assureront la protection des personnalités publiques et la lutte contre les attaques et les braquages armés. Après quelques semaines de formation, ces agents peuvent désormais répondre aux attentes des populations dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Prise d'otages, braquage armé contre les édifices publics, cette nouvelle promotion est préparée à toutes les opérations musclées et vont participer au renforcement de la sécurité dans la capitale. C'est une initiative des autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le pays a le devoir régalien d'assurer la sécurité de toute autre personnalité contre tout danger pourra porter atteinte à ces personnalités. Ce qui fait que la police étant un corps républicain qui a pour mission régalienne d'assurer la sécurité des citoyens guinéens et leurs biens, voire même les citoyens étrangers résidant en République de Guinée, nous avons le devoir d'assurer non seulement le bien de ces citoyens et de ces étrangers, mais leur protection physique. En Zéro-Corée, c'est la salle de conférence de la bibliothèque préfectorale qui a abrité l'atelier de renforcement des capacités des ONG sur la notion d'APAC, entendez les aires du patrimoine autochtone et communautaire et de leur mode de gouvernance. La rencontre a regroupé une trentaine de membres d'ONG locales venus des 4 régions naturelles de la Guinée. Donner cette formation à ces ONG et les sensibiliser davantage afin qu'au retour, qu'elles puissent relayer l'information, sensibiliser les communautés pour un comportement en faveur de l'environnement. Dans quelques semaines, la Guinée célèbre l'an 60 de son indépendance. Et ce soir, notre rédaction fait un gros plan sur le musée national de Sandervalia. Que cache-t-il? Notre équipe s'est rendue sur place pour nous dire tout ce qu'il faut savoir sur ce temple de l'histoire. Témoignage en image avec Adama Traoré, Safiatou Kondé. Le musée, un lieu destiné à réunir, conserver, classer et exposer des œuvres d'art. À Sandervalia dans Kaloum, ce musée abrite la collection d'objets antiques du pays. C'est le musée national. Il est parti de cette case construite en 1896 par un explorateur français du nom de Aimé Olivier de Sanderval. Mais ce site de mémoire deviendra le principal temple de l'histoire seulement à partir de la Première République, et cela en partie grâce à l'action militante des femmes. Il y avait une cohésion
entre le Comité national des femmes de Guinée et les épouses des membres du gouvernement. Pour le cas du musée, elle faisait des campagnes d'assainissement de la ville de Conakry. Je me souviens, parce que là j'ai vécu, que toutes les villas privées de l'État, les villas Sili et autres, comme on les appelait en ce moment, étaient gérées par ces femmes. Membres du gouvernement, épouses des membres du gouvernement, membres du comité révolutionnaire des femmes. Elles veillaient à la propreté de la ville. C'est au cours d'une de ces campagnes d'assainissement de la ville qu'elles ont regroupé, elles ont vu les monuments des anciens colonisateurs abandonnés ça et là. Bonne ou mauvaise, la colonisation fait partie de notre histoire. Il faudrait que nos enfants la connaissent. Et elles ont décidé de les regrouper quelque part. Quelque part, elles ont dit la case de Sanderval. C'est l'une des plus vieilles. Avant même qu'on ne soit effectivement colonie française, Sanderval était là. C'est pour ça d'ailleurs que ce quartier s'appelle Sandervalia. L'espace aujourd'hui dégradé avait connu un réel aménagement avant de recevoir la première collecte des œuvres d'art à travers le pays. Et c'est Madame Delphine, Madame Béavouki Delphine Camara, l'épouse du Premier ministre d'alors. Cette femme qui a fait tous les travaux, qui a suivi tous les travaux de réaménagement de cet espace à musée, qui a fait ramener ces monuments ici, qui a fait faire d'autres monuments, parce qu'on ne peut pas parler de colonisateur sans parler de coloniser. Elles ont mis dans la cour du musée des monuments de certaines personnalités guinéennes qui ont lutté contre la pénétration coloniale. 60 ans d'indépendance, 60 ans de liberté culturelle assumée, 60 ans d'identité culturelle à préserver. Le musée national est la vitrine de la Guinée à travers des âges. La création, la diversité et l'expression culturelle de ces communautés sont conservées ici, en dépit des difficultés. Quand n'importe quel haut cadre d'un pays, de la Guinée, il va ailleurs, on lui fera visiter un musée. C'est la première chose. Et quand ce haut cadre reçoit son homologue de ce pays-là, il n'y pense jamais. Il ne pense jamais que l'autre là, mon ami là, quand j'ai été, il m'a fait visiter le musée. Pourquoi je ne lui ferais pas visiter le musée? Peut-être que s'il y avait cet échange-là, ce haut cadre-là même aurait su qu'il faut entretenir le musée, il aurait aidé à entretenir le musée. J'aimerais bien qu'il y ait ce déclic dans vos têtes pour que vous aidiez le musée. C'est votre musée, c'est le miroir d'un pays. C'est ici où repose notre culture, c'est ici où repose notre nous. On ne peut pas parler de nous sans parler de nos racines. Et elles sont là. Elles sont là. Et ce musée-là devrait être plus beau. S'il vous plaît, faites qu'il soit plus beau. Il devrait y avoir beaucoup de musées. Dans chacune des régions aujourd'hui, il devrait y avoir un musée. Pour bien préserver l'héritage commun, une nouvelle politique de gestion de la mémoire s'impose au pays. Aussi, des investigations sont à poursuivre pour la collecte de nouvelles pièces muséales qui retracent notre histoire. On termine avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Depuis quelques jours, certains médias, leaders politiques et acteurs de la société civile, à travers des allégations, accusent la Cour constitutionnelle d'être un instrument au service du pouvoir politique. Ces propos, pas loin d'être diffamatoires, sont faits à dessein pour s'aimer le doute dans l'esprit des citoyens. Les membres de la Cour constitutionnelle, fidèles à la tradition de réserve de leur institution, avaient décidé de ne pas réagir pour ne pas alimenter inutilement un débat public autour d'accusations qu'ils jugent infondées, injustes et injustifiables. Face à la récurrence des allégations de nature à discréditer la Cour constitutionnelle et à créer la confusion au sein de la cité, les membres de la Cour se font le devoir d'apporter quelques éclaircissements à ces informations dénuées de tout fondement. À titre illustratif,
La plénière du 19 juillet 2018 avait mis en place une commission de travail pour rédiger un projet de décret relatif aux modalités d'application de la loi organique